Bonsoir tout le monde. Je vous inviterai à venir et à prendre place. On va débuter l'activité. Je me présente, je suis Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce lancement ou pré-lancement de d'un nouvel outil de consultation que l'Office a décidé d'utiliser, qui est celui de la mise en récit. Alors, dans le cadre de la consultation sur le PPI des Faubourgs, qui, comme vous le savez, est une consultation en amont, on a décidé de se poser collectivement la question, qu'est-ce qui fait l'âme d'un quartier? Au moment où on veut préparer un nouveau quartier, où on veut développer des nouvelles choses, comment est-ce qu'on définit ce qui, pour vous, quelles sont les valeurs qui, pour les habitants, sont importantes? Comment est-ce qu'on fait en sorte de donner un objet un peu tangible à toutes ces réflexions qui sont un peu plus tard? Et comment, surtout, on s'assure qu'on fait une consultation qui rejoint à la fois des grands segments de population dans les quartiers nouveaux ou anciens, ou encore qui donne la parole à des personnes qu'autrement on n'entendrait pas, hein, qui sont à risque de marginalisation ou marginalisées. Alors, j'avoue que j'ai eu la chance extraordinaire l'an dernier de rencontrer M. Julien Perdrija, qui va être notre conférencier ce soir pour vous donner un peu un avant-goût de l'outil puissant de transformation que peut être la mise en récit. Et je lui ai demandé de nous rendre visite à Montréal pour nous aider à lancer cette histoire. Cette histoire qui, au fond, est une histoire multiple avec de multiples facettes qu'on a intitulée en termes de pré-consultation « 101 histoires, un territoire » et qui veut explorer la façon dont on peut créer des liens. Pour ceux qui viennent du quartier ici, vous savez que on a quand même tendance à découper ce grand territoire des faubourgs en divers quartiers avec leurs identités propres. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait inviter les gens à raconter en mots et en images une histoire qui les unit au secteur, en espérant que quand on prend toutes ces activités-là ensemble et tous ces récits individuels ou collectifs ensemble, on arrive à mieux cerner l'identité et les valeurs qui sont présentes dans ce lieu. Vous pouvez voir sur les télévisions, on a commencé cette activité-là le 3 février dernier. Vous pouvez voir sur les télévisions les résultats de 4 activités qu'on a déjà menées auprès des familles, auprès des travailleurs, auprès des jeunes, auprès des aînés. Et on a ramassé tout ça dans un kit qu'on appelle les activités contributives citoyennes, qui sont une façon, au fond, pour les groupes qui le désirent, les gens qui le désirent, de faire leur propre petite consultation et de nous en partager les résultats. Ça lève un des très, très grands obstacles à la participation, qui est celui du temps, puisqu'il permet aux gens, au moment que ça leur convient, avec les gens qui leur conviennent, de venir et de faire entendre leur voix. On a également l'intention d'animer une activité contributive à l'occasion d'un comité de quartier scolaire qui va être organisé par la CSDM. Mais je vous invite beaucoup à jeter un coup d'œil sur le kit d'animation, sur le guide d'animation et sur les outils que vous allez trouver disponibles sur le site web de l'Office, mais dont vous avez aussi une copie imprimée ici à l'entrée, donc n'hésitez pas à nous le dire. Tout de suite après, notre collègue, M. Perdrija, va pouvoir nous présenter l'expérience de Los en Goël. Mais juste avant de lui céder la parole, j'aimerais vous donner les différentes étapes qu'il y a dans cette consultation-ci. Alors, un peu plus tard ce soir, à partir de 19h, et je vous encourage fortement à rester, on va avoir la séance d'information, donc avec les gens de la ville qui vont venir présenter les réalités du quartier, qui vont venir présenter les projets qu'ils proposent à la consultation publique afin que les citoyens puissent poser leurs questions et faire état de leurs préoccupations par rapport à cette consultation. Ensuite, on veut vous entendre. Vous le savez sûrement, on a mené énormément de consultations lors des dernières années sur ce territoire-là. Je pense notamment à celle qu'on a faite sur la stratégie centre-ville ou encore à celle du Bourbon plus récemment dans le village. On a eu quand même 2 PPU de part et d'autre du quartier. Donc,
les citoyens sont souvent venus nous dire ce qu'ils attendent du quartier. Mais là, cette fois-ci, voilà qu'on doit transformer tout ça en un document de planification qui est un programme particulier d'urbanisme. Alors, on a essayé de se dire comment peut-on aller plus loin? Aller plus loin, c'est oui, comme je vous l'ai dit, à travers les histoires, les récits individuels et collectifs, arriver à faire émerger les valeurs importantes, à faire émerger les symboles identitaires de ce territoire-là, à pouvoir comprendre ce à quoi les gens s'identifient, mais aussi pouvoir leur donner l'occasion d'aller au-delà, de dire on veut du transport, par exemple, ou on veut de la solidarité dans le quartier, ou on veut les grands messages qu'on entend souvent dans les consultations. C'est de voir comment tout cela peut concrètement s'incarner. Et pour ce faire, on vous propose 2 journées de forums citoyens, en fait 4 forums thématiques sur les transports, les milieux de vie, l'architecture, le paysage et les patrimoines, ainsi que sur la vie communautaire, pour essayer d'aller un pas plus loin et incarner ces souhaits. Vous pourrez également participer en ligne pendant le mois de mars et le mois d'avril sous la forme d'opinions en ligne et répondre à des questions précises de la commission ou simplement nous faire savoir ce que vous voulez sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et finalement, comme d'habitude, on aura notre séance d'audition des opinions. De toute façon, tout cela, on va le répéter tout à l'heure lors de la séance d'information à compter de 19 h avec les membres de la commission. Mais vraiment, pour moi, en tout cas, c'est un cadeau, je trouve. Juliane, tu nous fais un cadeau en venant ici ce soir partager l'expérience de Los Angeles. J'ai eu la chance l'an dernier d'aller voir comment cette ville est passée d'un passé minier, d'un milieu déstructuré à un milieu qui porte l'espoir. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant qu'ils viennent nous en parler ce soir. Alors, c'est l'ancien chargé de récit pour Los Angeles. Il avait pour rôle de recueillir les histoires de vie des citoyens pour comprendre les étapes de l'évolution de la ville, son passé, son présent, mais surtout son futur. Et dans son cas, la mise en récit a été utilisée comme outil de changement collectif et de transformation du territoire. Il a permis de faire rêver les citoyens, de les inspirer, de les encourager à s'impliquer et à agir dans leur communauté. Et je pense qu'il a tellement aimé ça, comme on dit ici, qu'il a acheté l'usine, dans ce sens qu'il est maintenant directeur de cabinet du maire de Los Angeles. Donc, il peut partir de cette mise en récit et voir comment est-ce qu'on en fait une mise en projet. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est vous qui me faites un immense cadeau de m'inviter ici à vous présenter notre humble expérience d'approche narrative sur les questions de transition écologique, économique et sociale. Alors à toutes et à tous, merci, bonsoir. Je vais tenter d'approcher cette présentation en 2 parties. Une peut-être d'abord un peu plus théorique pour planter le décor de l'approche narrative. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont les freins et les limites? En essayant de ne pas être trop long, mais ça me paraît important de pouvoir offrir comme ça un cadre conceptuel de ce qu'on appelle l'approche narrative ou la mise en récit, et tout de suite après embrayer sur le retour d'expérience qu'on en a fait à l'échelle de la ville de Los Angeles, et donc de pouvoir l'incarner, l'illustrer de manière pratique, mais néanmoins aussi parfois conceptuelle, et de pouvoir comme ça échanger avec vous sur voilà, ce qui fait cette expérience. Alors, chargé de récit, effectivement, j'arrive en 2013 à la ville de Los Angeles, non pas avec cet intitulé, parce que je n'avais pas de fiche de poste officielle, mais avec cette intention politique du maire, Jean-François Caron, de l'aider, non pas à construire, mais à actualiser, à peaufiner la mise en récit de la ville. Et rapidement, je me suis rendu compte que la mise en récit de Los Angeles, ce n'était pas quelque chose que j'allais inventer, ce n'était pas quelque chose que j'allais, moi, comme ça, conceptualiser. Non, c'était quelque chose qui était ancré de manière beaucoup plus profonde dans la manière de cette ville de rebondir après un choc terrible qui a été la fin de l'activité minière. Mais avant d'en dire plus, je voudrais creuser un peu cette question donc, de l'approche narrative. Alors, la mise en récit ou l'approche narrative, c'est le fait de construire une histoire. Jusque-là, je viens de bien
extraordinaire, on le fait depuis la nuit des temps, depuis que les êtres humains sont êtres humains et autour du feu se racontent des histoires et créent comme ça les conditions d'un vivre ensemble et d'un développement communautaire. Mais l'approche narrative, c'est le fait de construire une histoire qui soit conforme aux identités et aux valeurs sur lesquelles on fonde cette identité. Alors c'est peut-être là la nuance, c'est-à-dire que c'est un construit, l'approche narrative. Ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça, qu'on n'aurait plus qu'à recueillir, c'est vraiment quelque chose qui invite une forme intentionnelle, une forme politique de travailler ensemble ce qu'on a envie de raconter de nous-mêmes. Si je devais caractériser l'approche narrative, d'abord j'aurais beaucoup de mal à le faire en si peu de temps, alors je le ferai simplement en donnant quelques points de repère comme ça. J'en ai trouvé 9, il y en a sans doute plus, on peut peut-être en trouver moins si on les résume. 9 points qui permettent de caractériser cet outil, ou en tout cas cette méthode. D'abord, le fait que l'identité donc, est un construit. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Nous sommes ce que nous avons envie de raconter de nous-mêmes. Et en fonction du contexte dans lequel on se trouve, on ne va pas forcément raconter la même histoire. Et ça, c'est très important quand on prend l'approche narrative pour ce qu'elle est au départ, c'est-à-dire un courant de la psychologie populaire qui a été beaucoup développé par un auteur, un psychothérapeute qui s'appelle Michael White en Australie et qui considère que la vie des personnes est organisée et structurée par leur propre histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire qu'on raconte qui structure, qui façonne la manière dont on est au monde. Et quand on prend ça sous cet angle-là, ça renverse tout. Parce que finalement, il peut y avoir des histoires dominantes qui nous empêchent d'avancer comme on aurait envie d'avancer, conformément à ses valeurs. Il peut y avoir des histoires, au contraire, qui sont qui nous aident, qui nous propulsent, avec lesquelles on arrive à avancer beaucoup plus facilement. Et donc cette question de l'approche narrative développée dans la psychothérapie est une façon d'aider finalement les gens à trouver des repères narratifs différents de ceux que la société ou qu'eux-mêmes s'imposent de manière comme ça dominatrice. Alors, il y a tout un courant comme ça de coaching, d'accompagnement, de développement personnel. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on développe l'approche narrative, on la développe au sens territorial, au sens des politiques publiques. Et donc, deuxième point, l'approche narrative comme une mise en trajectoire. C'est-à-dire qu'on va repérer dans le passé, ce qui fait ressource, et à partir de ce passé, comprendre le présent et être en capacité d'offrir un présent au futur. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, encore une fois. Simplement, c'est le fait de se rendre compte qu'on est le fruit d'une histoire, que cette histoire nous a façonnés historiquement, qu'on est le fruit de ces rapports sociaux et historiques, et que si on ne les comprend pas, eh bien, on peut avoir les obstacles à essayer de construire un avenir qui nous soit favorable. Troisième élément, la mise en récit comme forme de communication. Ben oui, quand on se parle, on se raconte des histoires, on fait ça en permanence, et donc il y a des débouchés communicationnels qui sont le fruit de cette approche narrative. Par exemple, le storytelling. Ça peut être un livrable. Une fois que j'ai eu cette approche narrative, ce construit collectif, je peux, en 2-3 phrases, en 2-3 slogans accrocheurs, faire un storytelling. Mais ce serait faux de résumer l'approche narrative au storytelling. Il y a plein d'autres formes de raconter des histoires. Et l'approche narrative se distingue du storytelling en ce point qu'elle ne cherche pas à influencer, en tout cas pas comme ça, de manière subliminale et orientée, la manière de penser et d'agir des personnes. Elle cherche plutôt l'autonomie des personnes, de leur donner les clés d'interprétation d'un autre cadre narratif pour leur donner finalement des clés de passage à l'action et donc développer du pouvoir d'agir. Quatrième point, le risque de propagande, surtout quand on est une institution publique. Si je commence à expliquer que c'est ça le récit, que c'est comme ça qu'il faut voir les choses et que c'est pas autrement, je risque de tomber dans un rôle descendant, condescendant,
qui explique aux gens la manière dont ils doivent vivre et comprendre leur histoire. C'est pas ça, l'approche narrative. L'approche narrative, je l'ai dit, elle vise l'autonomie des personnes. Elle cherche donc à créer des espaces pour que les récits alternatifs, contradictoires, puissent s'exprimer. Et alors là, l'Office de la consultation publique de Montréal n'avait rien à apprendre de personne sur cette mise à l'honneur, cette mise au travail des conflits, des contradictions. On est en plein dans l'approche narrative quand on permet à ces contradictions de se révéler, de rentrer en discussion, de travailler ensemble, non pas pour ensuite être gommer les aspérités, mais pour essayer de trouver en tout cas des voies de consensus, des voies de synthèse qui permettent d'avancer. Et donc, 5e point, la mise en récit va de pair avec l'implication des acteurs. Créer des espaces pour que les récits alternatifs puissent émerger, c'est créer des espaces pour que les gens puissent s'impliquer dans la coproduction de la ville, dans des projets concrets, opérationnels. C'est donc très important de pouvoir structurer ce type d'espace. Il n'y a pas une manière de le faire, il y en a des milliers, comme il y a 1000 façons de raconter une histoire, il y a 1000 façons d'impliquer les gens à coproduire finalement l'histoire qu'on racontera demain ensemble. 6e point, le management. La mise en récit, c'est aussi une forme de manager, c'est-à-dire de conduire, de piloter les projets. Parce que finalement, c'est une manière de rassembler les gens, de leur permettre d'exprimer leurs contradictions, finalement de leur permettre de travailler ensemble et d'avancer. Je ne vais pas être trop long là-dessus, je voudrais vite arriver sur la question du retour d'expérience de Los Angeles. Ça va de pair avec ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire la capacité à prendre du temps pour comprendre ce qui s'est passé jusque-là, la manière dont on a travaillé, la manière qu'on a eu d'agir, et essayer de l'expliciter. Ah, mais moi j'ai fait ça parce que je pensais parce que je te voyais faire ça, et donc... Et l'autre en face, ben oui, mais moi je pensais puis en fait tu as fait ça. Donc la réflexivité, c'est ça, c'est arriver à prendre ce temps-là. Et souvent, on a l'impression que c'est du temps futile, perdu. On a des projets à faire quand même, c'est l'avenir qui compte. Mais en réalité, c'est un investissement en temps. C'est-à-dire qu'on va apprendre à mieux se comprendre, on va comprendre les raisons, les intentions des autres, et ça va nous faire gagner énormément de temps. Et donc, dans les formes de management de la coopération, dans les formes de management des organisations de travail, c'est hyper important, en tout cas à notre sens, d'avoir cette mise en récit aussi comme un outil de pilotage. 8e point, l'évaluation. Tout ce qui compte ne se compte pas forcément, mais se raconte. Il y a des choses comme ça immatérielles qu'on ne sait pas mesurer, comptabiliser. La confiance dans une communauté locale, la manière qu'on a de travailler ensemble, les liens sociaux qui se sont créés. Je ne peux pas vous dire en métrique combien ça fait de centimètres ou de kilomètres, la confiance. Par contre, je peux vous expliquer ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, les risques partagés qu'on a pris ensemble. Mais ça, s'il n'y a pas la mise en récit pour le dire, on l'oublie. Et le problème qu'on a dans les formes comptables, économiques actuelles, c'est que trop souvent, on oublie ce patrimoine collectif-là, ces actifs immatériels, pour reprendre des termes de la gestion comptable. Or, c'est ce qui fait la compétence collective, c'est ce qui fait la valeur ajoutée, c'est ce qui fait le sens de ce pourquoi on travaille ou on agit ensemble. Et enfin, la question de la démocratie. Pierre Rosanvallon, qui est un historien français, parle de la démocratie narrative. Il considère qu'il y a, il parle pour la France, mais ça vaut sans doute pour d'autres pays, des gens invisibles. Alors quand ils mettent un gilet jaune, tout d'un coup on les voit mieux, et ça réfléchit. Mais la plupart du temps on ne les voit pas comme ça. Ils sont invisibles. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle « Le Parlement des invisibles » et qui pose cette question de comment faire pour que les uns les autres se comprennent mieux. Et quoi d'autre que des formes de récit pour arriver à le révéler. Et donc cette forme de démocratie narrative, qui est une forme complémentaire à la démocratie sociale et à la démocratie délibérative, nous paraît être un horizon institutionnel, politique, à tenir pour arriver à progresser, à avancer sur nos sujets. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop rébarbatif. C'était mes 9 points de repère sur ce qu'est l'approche narrative de notre point de vue. Alors, pour rentrer maintenant dans le retour d'expérience de cette petite ville de Los Angeles.
On est un petit territoire, 6500 habitants, c'est-à-dire le quartier d'un îlot du secteur des faubourgs. Situé dans le nord de la France, à la frontière de la Belgique, qui pendant près de 140 ans a connu l'exploitation du charbon et qui a vécu une emprise foncière énorme de par cette exploitation minière avec beaucoup de puits comme ça, d'extraction du charbon et beaucoup de terris, ces fameuses montagnes qu'il y avait à l'écran juste avant, faites à main d'homme, qui sont le rebut de cette épopée minière, c'est-à-dire les déchets, ce qu'on ne savait pas exploiter et qu'on a entassé, et à force de les entasser, ça a fait des collines, et les collines, ça a fait des montagnes. Et aujourd'hui, on peut gravir comme ça, à 186 mètres de haut, ces terris, sur lesquels on peut faire toute une série d'activités. Sauf qu'à l'époque, c'est des crassiers, des décharges à ciel ouvert. Le bassin minier, c'est un territoire qui fait 120 km de long, 12 de large, 1,2 de profondeur. On est descendu à un peu plus de 1000 mètres sous terre pour extraire le charbon. Et c'est un territoire dans lequel aujourd'hui il y a environ 1,2 million d'habitants, dans lequel on a creusé près de 100 000 km de galeries souterraines. Alors, comment vous l'appelez, la ville souterraine ici, ça fait 32 km. 100 000, c'est 2,5 fois le tour de la Terre. Pour un territoire qui, à l'échelle de la planète, est un tout petit confetti. La région Nord-Pas-de-Calais, c'est 50% du stock de friches industrielles au plan national dans les années 90. Et c'est un territoire qui a perdu près de 380 000 emplois, dont 220 000 liés directement à l'exploitation du charbon. Donc autant vous dire qu'en 1990, quand l'industrie du charbon s'arrête, c'est un cataclysme, une crise systémique, au sens où ça n'attaque pas seulement les paysages, les sols qui sont dévastés. Le niveau de la ville de Los Angeles a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Ailleurs dans le territoire, il y a des lacs qui se sont créés parce que les nappes phréatiques sont remontées du fait des bouleversements de terrain. Ce n'est pas seulement des séquelles sociales, économiques à devoir gérer parce qu'il y a le chômage qui augmente, parce qu'il y a une crise sanitaire, parce qu'on meurt trop tôt dans ce territoire du fait des maladies liées à l'industrie minière ou aux conditions de vie. C'est aussi des conséquences culturelles. C'est une crise au sens culturel du terme, c'est-à-dire que la vocation qui était la nôtre à l'époque, de produire du charbon dans un territoire qui a été constitué parce qu'on y a trouvé du charbon, avec des villes qui se sont développées autour des puits de mines où on descendait pour creuser le charbon, dans lequel l'horizon le plus lointain qu'on puisse avoir quand on travaillait bien à l'école, quand on avait envie de développer sa vie, c'était d'être ingénieur à la mine. Il n'y avait pas d'horizon qui dépassait la mine. Du jour au lendemain, en l'espace d'une génération, se retrouve quasiment rayé de la carte. Et d'ailleurs, c'était un des plans du gouvernement de l'époque que de déplacer les habitants de ce territoire, puisque de toute façon, il est improductif. Mettons les habitants ailleurs, là où il y a encore des usines, là où on va pouvoir continuer à les exploiter. C'est-à-dire une négation de ce qui fait l'identité d'un territoire, même si cette identité, d'un point de vue productif, économique, elle est vouée à se recomposer. Quelle résilience, c'est-à-dire quelle capacité à rebondir après ce choc en tirant les leçons du passé. Et la résilience, ce n'est pas forcément lié à le fait de subir ce choc. La résilience, ça peut être aussi prospectif. Quand on s'imagine à un monde à plus 2, plus 3 degrés, dans le cadre du réchauffement climatique, quelle résilience de nos modèles de vie, quelle capacité à assumer nos fonctions économiques, sociales, environnementales, sociétales. Cette résilience comme la capacité à rebondir après un choc ou à anticiper les chocs en tirant leçon du passé. C'est une question qui nous était posée de plein fouet et sur laquelle on n'avait pas trop le temps de théoriser puisqu'on vivait cette crise en direct. Comment on fait pour s'imaginer un futur, un avenir dans ces conditions ? Eh bien, si je lis ça à la question narrative, à la mise en récit, c'est d'abord
la capacité à s'inventer une histoire alternative à l'histoire dominante qui nous était imposée à l'époque. On n'est pas un pays mort, on n'a pas une identité qui disparaît. Certes, l'industrie se recompose, mais on a encore des choses à vivre et à inventer. Voilà. Et ben, c'est résumé à ça, l'approche narrative lossoise à ce moment-là. Avec un cadre politique qui est quand même affirmé, et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on se considère comme héritier d'un modèle daté, un ancien modèle, un ancien monde, on dirait, celui de l'industrie du charbon, celui des énergies fossiles. C'est mon carré gris, là, à l'écran. Et avec une volonté de créer les conditions d'une transition écologique, économique, sociale, vers un nouveau modèle, avec une grande difficulté, c'est que ce nouveau modèle, il n'est pas inventé, il n'est même pas créé, il n'est peut-être même pas encore imaginé. Et donc le métier des élus, des techniciens, et le rôle des citoyens dans cette aventure, ça va être de travailler ensemble à assumer le brouillard dans lequel on se trouve, à créer les conditions de cette transition et à faire apparaître, en étant à l'écoute des signaux faibles, à la recherche de ces petits signaux qui font que, voilà, il apparaît progressivement, de faire apparaître ce nouveau modèle. Par le local, par le quartier, par la ville et par le global, les grands enjeux, la biodiversité, le climat. Et les deux se retrouvant intrinsèquement liés à l'échelle territoriale. Le territoire, il n'a pas une définition administrative, il a une définition de ce qu'on a bien envie de lui donner. D'abord, c'est ça, la mise en récit aussi, de quel territoire on parle et comment on crée les conditions d'une appropriation de ce territoire. Et dans cette question du nouveau modèle à faire apparaître, on retrouve cette question du récit comme une capacité à réinventer un imaginaire collectif. Alors, la mine s'arrête en 1986 à Los Angeles. Déjà, en 1977, on a un premier film en Super 8 sonore à l'époque qui s'appelle Los Angeles, hier, aujourd'hui, demain. Mise en trajectoire, ce film est projeté dans des quartiers de la ville à l'occasion de la création du plan d'occupation des sols, c'est-à-dire de la planification urbaine. Et il ne vise rien d'autre qu'à faire participer les Lossois à une projection collective sur l'avenir de la ville. 1979, on travaille avec les Lossois sur le logo, sur le blason de la ville, l'identité de la ville. Et c'était une manière finalement d'assumer 4 piliers. Le premier, c'est le lion des Flandres, qui caractérise l'espace géographique dans lequel on se trouve. Le deuxième, c'est les gerbes de blé, qui symbolisent l'identité agricole, rurale du territoire. Le troisième, c'est la lampe de mineur, qui éclaire encore. Même si l'industrie minière, on le sait, est vouée à disparaître, cette lampe, elle éclaire encore. Et le phénix, qui renaît de ses cendres. Parce que la ville, dans son histoire, a été détruite 4 ou 5 fois à cause de guerres successives. Et vous voyez, ce travail collectif sur un blason, c'était le début, d'une certaine manière, de se poser cette question identitaire. En 1982, on a un livre qui est publié à l'occasion d'un travail fait par quelques Lossois, des lettrés, des historiens, qui s'appelle « Los Angeles à la recherche de son passé ». Et si je vous dis ça, c'est parce que ça va donner les clés pour le maire de l'époque, Marcel Caron, le père de Jean-François Caron, de lancer un immense programme participatif, culturel. Je n'ai pas le temps de développer. L'essentiel, ce qu'on peut en retenir, c'est que ça permet de transformer le regard. Les crassiers, les décharges à ciel ouvert que sont les terris, vous le voyez, deviennent des jeux de spectacle, des jeux de land art. On commence à travailler des formes d'imaginaire différents avec le travail des artistes. Qui de mieux que les artistes pour nous aider à éclater les cadres conceptuels présupposés et à inventer de nouveaux imaginaires. Et puis, on va créer des spectacles narratifs. Ces spectacles, comme il n'y a pas d'argent à la ville, il faut réparer les réseaux, les routes, etc. Le peu d'argent public qu'on a, on le met donc dans le lancement de ce festival, on recrute un chargé de mission culturelle et on paye les services d'un metteur en scène. C'est tout. Tout le reste, la conception de l'histoire, les décors, les costumes, la projection, toute la technique vont être faits par les Lossois.
Et donc il y a 2, 3 représentations qui sont jouées comme ça et qui racontent l'histoire de la ville. Un des premiers spectacles joués sur les carreaux de fosse, donc sur les sites industriels qui sont voués à disparaître, que l'État veut raser, ça va s'appeler Terre d'en haut, Terre d'en bas. Ça raconte l'histoire des agriculteurs, l'histoire des mineurs, et c'est joué par des agriculteurs et d'anciens mineurs. Et ça, c'est une forme de catharsis absolument extraordinaire. Quand vous en parlez aux Lossois qui ont vécu cette aventure, ils en ont encore la chair de poule. Vous sentez qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose de fondamental. Et ça a de la valeur. Je ne sais pas le chiffrer, je ne sais pas vous dire combien ça coûte, quel prix ça a, mais je peux vous dire que si on ne l'avait pas fait, on n'en serait pas là. Dans les années 90, on crée les conditions d'une révision du plan d'occupation des sols de manière participative. Donc on crée des espaces de discussion, des lettres d'information, voilà. Un processus qui va mettre 5 ans à aboutir. Et finalement, le résultat, ce n'est pas tant le plan d'occupation des sols, qu'il a certes influencé directement, ce travail en chambre d'experts a été fait, mais c'est surtout, 5 ans plus tard, un document qui s'appelle la Charte du cadre de vie, qui va permettre de fixer les grandes orientations de la ville, et sur laquelle toute révision du plan d'occupation des sols va devoir se fonder, parce que ça a été un travail co-construit, collectif, qu'on ne peut pas juste comme ça faire éjecter ou effacer de la main. On était le pays du charbon, on va développer les énergies renouvelables. On a une des eaux les plus polluées de France, on va recycler l'eau de pluie. On a un pays noir, dévasté, on va créer un plan paysager, planter des arbres. On a un pays paternaliste dans lequel les gens n'avaient pas le droit de parole, on va développer des formes d'implication, de participation citoyenne. On a des sites d'industrie qui sont voués à disparaître, on va leur donner une seconde vie sur la question du développement durable. Et on décline comme ça 8 axes principaux. C'est une sorte d'agenda 21, il n'a aucune valeur réglementaire, et encore une fois, puisqu'il a été co-construit, eh bien, on ne peut pas le faire disparaître, il est central dans la manière de conduire la ville. Il faut que j'accélère absolument. Dans les années 2000, on crée une organisation de travail pour soutenir l'application de cette charte du cadre de vie. Jean-François Caron devient maire en 2001 à ce moment-là. Je suis obligé de résumer et d'aller très vite, mais on pourra revenir tout à l'heure si vous avez des questions. Il organise la collectivité pour porter ce projet de développement durable, non sans difficulté, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus de cette orientation, parce qu'il y a des gens qui sont ancrés dans une forme de travail qui n'est pas exactement celle qu'il essaye d'impulser, et donc avec énormément de frottements, de frictions, des choses un peu compliquées à devoir gérer. C'est pour ça que je parlais du management aussi tout à l'heure. On lance toute une série de partenariats, de projets, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc on constate en fait un effet d'entraînement sur l'économie, c'est-à-dire que dans un territoire dévasté, le bassin minier, peu sont les villes qui ont une réouverture des commerces, dans lesquelles on retrouve des fonctions économiques, et Los-Angeles fait un peu figure d'exception à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est une ville qui voilà, ça se traduit par une certaine attractivité, un prix du foncier un peu élevé, un taux de chômage inférieur, enfin voilà, on ne sait pas bien expliquer pourquoi, et en réalité ce qu'on comprend a posteriori, c'est parce qu'on a travaillé sur le pendant culturel, créé les conditions d'un vivre ensemble et d'une réappropriation de son histoire, organiser un projet de ville de manière participative, prospective, de créer les conditions d'une vision partagée, appliquer d'abord au cadre de vie, c'est-à-dire voilà, le contexte quotidien. On ne pensait pas du tout développer l'économie, mais en réalité, ça arrive derrière, presque, j'allais dire, naturellement. Et donc en 2010, dans les années 2010, on devient un démonstrateur national, petite ville de Los Angeles, là, premier démonstrateur français sur la conduite du changement vers la ville durable. Et on n'est pas démonstrateur parce qu'on a tout réussi, il y a eu beaucoup d'échecs, on se plante encore régulièrement, mais on est démonstrateur parce qu'on a une manière participative, narrative, de conduire cette transition et finalement d'embarquer les gens avec nous ou de se laisser embarquer avec eux dans les projets à co-construire pour améliorer la ville. Je n'ai pas le temps de développer. Donc, si je résume sur 30 ans, la culture, le diagnostic social et environnemental, les effets d'entraînement sur l'économie et aujourd'hui une forme de changement d'échelle qui fait qu'on travaille à des niveaux métropolitains, qu'on est en relation avec d'autres territoires en France et dans le monde pour arriver à structurer quelque chose qui nous passionne, c'est-à-dire les invariants d'une méthode locale démocratique de conduite du changement. Je prends 2 secondes là-dessus quand même parce que
on est à la fois dans un long voyage, c'est un marathon ou un trail, et en même temps, c'est une course contre la montre, c'est un sprint avec le dérèglement climatique. Et donc, on sait à la fois qu'il va falloir tenir la distance et en même temps accélérer, ce qui est compliqué. Et donc, on cherche, à partir du retour d'expérience des villes les plus en pointe sur ces questions, et les plus en pointe, ce n'est pas forcément les plus connues, il y en a beaucoup qui ne font pas valoir tout ce qu'elles ont fait, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans des fois de retour d'expérience sur ce qu'on appelle du développement local, du développement communautaire, des manières de faire la ville de manière participative et de répondre aux préoccupations des habitants. Et on considère qu'il y a, non pas des bonnes pratiques à repérer, mais les conditions qui sous-tendent ces bonnes pratiques. Et donc on travaille là-dessus et on pense que c'est une participation à cette question du changement d'échelle. Alors, les résultats. On a développé tout un programme sur l'énergie et on a l'Église qui représente finalement qu'on peut produire de l'électricité photovoltaïque à partir des bâtiments communaux. Alors l'Église, ça ne produit pas 1% de ce qu'on doit faire si on veut être un territoire à énergie positive, c'est-à-dire produire autant qu'on consomme, mais c'est un signal, c'est une manière de raconter à tout le monde qu'il y a une histoire qui est en train de s'écrire et que les gens peuvent y participer s'ils en ont envie. On a développé des systèmes alimentaires, on a travaillé les enjeux d'éco-construction, on est à peu près à 15% de logements éco-construits maintenant sur le territoire, un plan paysager avec des corridors biologiques, de la multifonctionnalité, puisque ça fait de la biodiversité, c'est des usages sociaux, culturels, etc. Voilà, bon. Je n'ai pas le temps de développer tout ce qu'on fait. Un zoom peut-être sur l'implication des habitants, c'est-à-dire qu'on reconnaît un droit d'initiative à la population. On considère qu'en tant que délégataire du pouvoir politique, public, on n'a pas le monopole de la mise à l'agenda politique. Certes, il y a un programme, certes, il y a des budgets, certes, il y a du réglementaire, mais les Lossois ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de voir advenir, à condition qu'ils soient prêts à s'engager et à y participer. C'est la seule condition, c'est ce qu'on a appelé le 50-50, 50-50, chacun fait sa part. Et donc, on va comme ça favoriser la rénovation de vestiaires pour une équipe de sport. On n'avait pas prévu de le mettre au budget, mais on peut payer les pots de peinture, et par contre, c'est l'équipe qui va peindre elle-même. On a été jusqu'à refaire des chemins ruraux, des chemins en terre, donc avec des formes d'urbanisme, des réglementaires, d'aménagement qu'on sait maîtriser. Et donc, on les a fait refaire par les agriculteurs. Nous, on a acheté les matériaux, et les agriculteurs qui étaient demandeurs ont refait les chemins avec nous. Bref, ça a été une manière d'abord de créer de la confiance. Là, encore une fois, je ne sais pas vous dire ce que ça représente, mais aujourd'hui, les chemins, ils sont bien entretenus, bien tenus, et en plus, on a économisé 70% de la dépense publique. Ça, je peux vous le chiffrer, c'est 70 000 € économisés pour la ville. Pour une petite ville comme nous, c'est absolument énorme. Voilà. Et donc, ces formes participatives de coproduction de la ville, elles sont centrales dans ce qu'on essaye de mettre en place. Alors, on me dit que mon temps est quasiment écoulé. 10 minutes. Peut-être m'a resté alors 2 minutes sur cette histoire-là. L'opération Los Ch'tricot. Alors, nous, on met des ch'tis partout, hein, on est la région des ch'tis. C'est une histoire absolument incroyable. C'est d'abord l'initiative d'une professeure d'histoire au collège qui cherche à faire un don au Resto du Cœur, une association caritative qui vient en aide aux plus démunis, et à le faire de manière participative en impliquant les élèves. Et donc, ce qui leur est demandé, c'est de tricoter des petits carreaux de laine, comme ça, et de les vendre symboliquement à leurs parents, à leurs grands-parents, et récolter comme ça de l'argent. L'initiative prend, les élèves vendent beaucoup de carrés, les parents se mettent à tricoter, les grands-parents aussi. Finalement, on manque de laine, ça dure tout un hiver, un collectif s'organise, va chercher de la laine à l'extérieur, génère tout un mouvement comme ça à travers la ville, et on est au moment où le maire porte un projet d'inscription de la ville au patrimoine mondial, à l'UNESCO, hein, le bassin minier reconnu au patrimoine universel. Et donc, le groupe Los Ch'tricot décide de recouvrir le terri d'un bonnet de laine comme forme de soutien participatif à cette candidature, ce qui est absolument fou et démesuré. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas, etc. Donc, il y a une négociation qui s'opère avec la mairie, et finalement, le bonnet va muer en écharpe, et toute une journée, cette écharpe va être déroulée, elle fait plus de 500 mètres
de long, non, 375 mètres, heureusement j'ai encore les chiffres sous les yeux, donc de la base jusqu'au sommet. Et là encore une fois, je ne sais pas vous dire ce que ça représente financièrement, économiquement. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a beaucoup de valeur et ça ne sert à rien d'autre qu'à se créer une belle histoire collective. Et donc quand on pose la question de l'identité, dans un territoire qui, a priori, n'en avait plus, qui était voué à disparaître, ça, ce signal-là, en 2010, eh bien, c'est une forme, c'est un résultat, si vous voulez. On peut l'évaluer comme une capacité retrouvée à s'inventer une identité narrative, à dire que, bah oui, on est fier d'être l'Aussois, on peut construire des choses absolument folles, on peut voilà, éclater les cadres imaginaires et on peut inventer un bel avenir ensemble. Alors, on développe toute une série de projets, j'en ai parlé, sur les questions alimentaires. On a une monnaie locale qui circule, un plan solaire citoyen. À partir de l'église, cette histoire continue. Et donc, on est aujourd'hui à recouvrir l'ensemble des toitures publiques de la ville pour produire de l'électricité. On devrait être, en 2020, à 50% de l'électricité consommée produite localement. Et on espère, du coup, à terme, à 100%. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Je voudrais arriver sur la mise en récit et l'évaluation. Ça me paraît important. Quand je vous dis qu'on ne sait pas mesurer tout ce que ça produit, toutes les questions de confiance, de bien vivre ensemble, et qu'il n'y a que la mise en récit pour pouvoir l'évaluer, eh bien, on a testé une opération qui s'appelle le Ch'ti TEDx. Donc les TEDx, vous voyez, c'est des experts qui viennent et qui vous racontent une expérience de vie, une leçon, une morale, une philosophie absolument extraordinaire, de manière... pour le coup, très narrative, le storytelling est bien ficelé, et hop, ça embarque les gens comme ça. Et nous, on a gardé ce principe, on l'a inversé. Les experts, c'est les Lossois, les habitants, les invisibles, qui portent des projets pour la ville, au sens pour la vie communautaire, pas pour la ville en tant qu'institution, mais pour eux-mêmes, pour la manière dont on vit à Los-Angeles. Et on considère qu'ils ont beaucoup de choses à raconter et qu'on a beaucoup de choses, nous, en tant qu'experts des politiques publiques, à apprendre. Et donc on leur met, pendant une quinzaine de jours comme ça, une journaliste à disposition qui les aide à raconter leur histoire, par quoi ils sont passés, les difficultés, comment ils ont réussi à se relever, à les dépasser, finalement à mettre presque sous forme d'épopée le projet qu'ils ont porté. Et on invite la population à se réunir dans la salle, et dans la salle se trouvent le maire, les adjoints et les services techniques, les services de l'urbanisme, qui ont souvent eu une histoire avec ces porteurs de projets. Et des fois, une histoire même un peu conflictuelle, ça frotte. Non, vous ne pouvez pas faire ça, il y a des règles. Attention, madame, il y a des délais à respecter. Est-ce que vous avez bien déposé votre permis de construire, etc. Et donc, d'une certaine manière, en tant que mairie, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond, mais au service de la faisabilité du projet. Et à l'inverse, les citoyens qui viennent, oh, la bureaucratie, le formulaire 212, je m'en fiche un petit peu, moi ce que je veux c'est avancer, ils sont aussi les empêcheurs de tourner en rond et nous rappellent que toute cette bureaucratie, elle est au service des citoyens. Et donc, souvent, on entend parler des projets quand ils sont en cours, quand ça frotte, on n'en entend jamais parler quand ils sont réalisés et que ça déroule. Et on s'est dit, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on loupe, finalement, cette capacité à ramasser, à évaluer la valeur ajoutée de ce travail qu'on a produit ensemble. Et donc, l'approche narrative comme une forme d'évaluation concrète de la coproduction de la ville me semble être une voie à tenir. En tout cas, on l'a expérimenté l'année dernière. Ça a fait un carton et on compte bien continuer et réinvestir ce sujet prochainement. J'aurais 1000 choses à vous raconter encore, mais je voudrais laisser du temps d'échange et de débat. Dans ce cas, je préfère qu'on ouvre le floor et puis je reviendrai du coup peut-être tout à l'heure. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci. Voilà, je vais le rejoindre. Je vous avais dit que c'était un cadeau. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu passer toutes ces diapos que tu as passées très, très, très rapidement. Alors, à ce moment-ci, je vous invite à poser vos questions. Stéphanie, qui est ici en avant, va venir vous voir avec le micro. Donc, je n'avais pas mentionné tout à l'heure, mais je tiens quand même à le faire, de dire qu'on est
ici dans un lieu qui s'appelle l'Écomusée du Fier-Monde. Et je pense que l'histoire que tu viens de raconter peut probablement très facilement être liée avec toute l'histoire des gens du quartier ici et leur fierté retrouvée et toute la notion de fierté retrouvée sur l'avenir. Je pense que c'est très symbolique et que ça vaut la peine de le mentionner. Alors, vous levez la main et Stéphanie vient vous voir. Est-ce que vous avez une question pour hein? Oui, pour des raisons de webdiffusion, pardon, on va vous demander plutôt de venir à l'avant parce que, effectivement, il y a des gens qui nous suivent sur le web, donc pour que les caméras puissent vous voir. Une question? Vous avez peur de briser la glace? Allez-y, venez. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Ariane. Merci pour votre intervention. J'avais juste une petite question peut-être pour commencer. En fait, je voulais vous poser la question à savoir, d'une part, votre mandat, vous l'avez eu à partir de quelle année? Combien de temps ça a duré spécifiquement en fait? Puis peut-être rapidement les étapes vraiment de votre rôle en tant que chargé de projet de mise en récit. Très bien. Je réponds directement. Oui, merci. Alors, moi, je suis arrivé en 2013 à la mairie de Los Angeles, après un voyage d'1 an et demi à travers l'Afrique à vélo sur la question de la résilience. C'était ma formation. Ça a duré 8 mois, le travail de mise en récit. Les livrables que j'ai sortis, en fait, c'est pas grand-chose. C'est, si je reviens au début de l'intervention, en fait, je les ai résumés tout début. Voilà, ça tient en 4 feuilles. En 4 feuilles, plus un wiki, vous savez, Wikipédia, la machine wiki, enfin l'interface, que j'ai internalisée au sein de la ville avec l'aide de mon collègue informaticien. Et en fait, ce travail a consisté à d'abord avoir une compréhension temporelle de l'histoire de Los Angeles, donc c'est la frise que vous voyez ici. Et donc sur chacune des dates, on ne les voit pas, là c'est illisible, on est en capacité avec le wiki de zoomer et d'aller chercher les informations et de les relier entre elles. Et en réalité, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là, c'était cette actualisation de l'épopée lossoise, de la mise en récit de Los Angeles. Et un deuxième document fondateur, là, qui est ici en prototype, qui est la modélisation de la méthode lossoise de conduite du changement. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Parce qu'en fait, en relisant le passé de Los Angeles, en interrogeant les différents protagonistes qui l'ont vécu, porté, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des leviers politiques, au sens noble du terme, des leviers opérationnels pour transformer la ville. La mise en récit en est un parmi d'autres. Je pourrais zoomer si ça vous intéresse sur cette modélisation. Et donc, au final, 8 mois de travail pour arriver à réinterpréter cette trajectoire et à modéliser la manière d'avoir conduit cette transition. Et de là a découlé, un peu comme ça, au fil de l'eau, par opportunité, la production d'un livre, puisqu'en fait, il y a plein de journalistes qui se sont intéressés à ce travail. Donc, en fait, il y a eu un plan média, et les journalistes, ils adorent qu'on leur prémâche un peu le travail, c'est-à-dire qu'on leur dise, voilà ce qui s'est joué, comme ça, vous pouvez aller vérifier par vous-même, mais en gros, je vous facilite la tâche. Donc, ça a généré énormément de production. Los Angeles faisait ensuite référence, et donc on a eu une évaluation de cette modélisation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Quelles limites? Et donc, voilà, et ça, on ne pouvait pas le présupposer au départ. Et c'est un peu l'intuition de Jean-François Caron, du maire de l'époque, qui lui est maire depuis 2001, mais qui a eu un mandat de vice-président à la région en 1992, et donc qui a un militantisme comme ça, politique, et des responsabilités, des mandats d'élus depuis 1992 dans la région. C'est lui qui a eu cette intuition de dire il faut travailler cette mise en récit. Et je ne sais pas s'il l'avait complètement conceptualisé, mais il en était empreint d'une certaine manière, puisque c'était son père avant lui qui avait lancé le film, dont j'ai parlé en 1977, qui avait lancé la démarche culturelle. Il y avait plein de formes de mise en récit, mais qui ne se voyaient pas comme telles. Et du coup, ça me permet là de dire qu'il n'y a rien de très compliqué, en fait, dans cette mise en récit. Il n'y a rien de très compliqué, si ce n'est de tenir une posture
d'humilité, une posture d'écoute, une posture professionnelle aussi, et de se mettre au service finalement d'une identité narrative, d'une histoire qui reste à construire, qui reste à faire émerger, et pour laquelle il faut peut-être aussi un peu de temps pour lui permettre de naître. Voilà. Et en 2014, j'ai basculé sur le poste de directeur de cabinet que j'occupe depuis. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, s'il vous plaît, venez à l'avant et Stéphanie va vous donner le micro. Bonjour. Bonjour. Bruno Serge Boucher, commissaire à l'Office. Bravo, c'est une belle expérience. Maintenant, je suis certain que vous avez dû vous chicaner un petit brin aussi, là, entre tous ces groupes-là, notamment avec les gens d'affaires. Souvent, les communautés d'affaires, vous nous parlez de projets citoyens, d'histoire citoyenne, mais il y a aussi parfois des grands groupes industriels qui peuvent venir en opposition. Comment vous avez géré ça et comment la communauté d'affaires s'est associée à votre projet aussi de façon au-delà d'une affiche, d'un financement ou d'un logo sur une affiche? C'est ma première question. Et deuxième, rapidement, c'est un beau modèle possible dans une petite communauté. Comment on pourrait adapter ou exporter ça à des plus grandes communautés de, je ne sais pas moi, 20 000, 30 000, 40 000 habitants? Merci. Il y avait d'autres questions, vous voulez qu'on les prenne? Oui, il y avait une autre main levée. On prendrait peut-être les deux questions et il pourrait répondre par la suite. Oui. Bonsoir, Noria. Merci, c'est vraiment, ça fait un effet wow. Ma question, ça va un peu dans le même sens de la première question de monsieur. Je voulais savoir comment était la réceptivité de l'approche narrative par les citoyens au début. Est-ce qu'ils pensaient que ça allait changer quelque chose dans leur vie, ça allait apporter de quoi, ou est-ce qu'ils étaient réticents, ou comment vous avez vécu ça? Merci. Alors, sur la question des communautés d'affaires, d'abord, ça a frité très fort parce que, en fait, tous les sites industriels appartenaient, alors, non pas à des communautés d'affaires privées, mais en fait à l'État, c'était nationalisé, ce qu'on appelait les houillères, donc qui possédaient littéralement le territoire de production du charbon, et donc les hôpitaux, les stades de foot, les écoles, les rues, enfin tout. Et donc les sites aussi de mémoire industrielle. Et la vocation de ces sites, une fois que le charbon n'était plus exploité, c'était d'être détruit. Et donc il y a eu un rapport d'abord très conflictuel avec ces acteurs, qu'on a réussi à dépasser en trouvant un consensus. C'était la charte des terris, signée à la fin des années 80. Et cette charte des terris, en gros, proposait qu'une partie des terris soit exploitée. Ok, on en fait du remblai pour les routes, ok, on en fait des matériaux pour la construction, mais une autre partie qui a une valeur patrimoniale, architecturale, en termes de biodiversité, elle était préservée. Donc, c'était un rapport tendu au démarrage. Ensuite, les communautés d'affaires dans la ville n'existaient plus vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, la ville, le territoire du bassin minier, était dédiée à une mono-industrie. Il n'y en avait pas d'autre. Donc quand elle disparaît, il n'y a personne d'autre. Donc en fait, tout l'enjeu a plutôt consisté à créer les conditions d'une attractivité pour le territoire nouvelle, à refaire venir des investisseurs pour retrouver des formes de production. Et en fait, on s'est rendu compte que la question du récit, elle était centrale dans la manière de se réapproprier le territoire des entrepreneurs. En réalité, certes, il y avait peut-être des zones franches, certes, il y avait des conditions économiques peut-être plus favorables pour réimplanter des business dans ce territoire, mais surtout, on arrivait à attraper les petits-fils des dirigeants de l'époque, qui avaient une histoire singulière, soit avec la grosse industrie, soit avec des territoires meurtris, soit avec en fait des formes qui rappelaient leur histoire. Et les premiers investissements privés sur la base 11-19, un site d'exploitation minier, c'est une jardinerie. Et en fait, c'est le petit-fils du fondateur de l'époque, qui vient de Lorraine, qui connaît du coup une région dévastée, elle aussi, par la désindustrialisation, et qui trouve que réinvestir dans une ville comme Los Angeles, c'est une forme de tribut payée à son grand-père. Bon, il n'y avait que lui pour imaginer ça. Donc,
voilà, ça me permet aussi de faire le lien avec la réceptivité citoyenne de l'approche narrative. Nous, on n'a pas vraiment d'exemple comme ça, spontanément réussi, quand on dit de manière descendante et institutionnelle, « Ok, venez, racontez-nous vos histoires », si c'est juste pour raconter l'histoire. En fait, il faut que l'histoire soit liée à un projet opérationnel. Quand on le fait sur un spectacle culturel, venez nous raconter vos histoires de famille, de vie, etc. Parce que ça va être mis en chanson et parce qu'on va pouvoir jouer le spectacle à la fin de l'année, ou bien racontez-nous vos histoires de migration, on va écrire un livre pour comprendre d'où vous venez, parce que ça va être expliqué aux écoliers de la ville. Enfin, quand il y a un débouché opérationnel à cette approche narrative, là on a tout le monde qui s'emballe. Si la mise en récit est tautologique, c'est-à-dire qu'elle a comme fin sa propre fin, c'est-à-dire on va faire le récit et presque on pourra faire le récit de comment on a fait le récit, et on tourne comme ça dans le vide, les gens le sentent, ça n'intéresse personne. Donc le fait de le lier à quelque chose de concret, à un projet, c'est absolument fondamental. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est implication des citoyens et mise en récit, ça va de pair. Eh bien, Julien, je vais prendre cette occasion, comme on dit chez nous, pour faire du pouce et te poser la question qui tue. Comment part-on de cette mise en récit, cet exercice auquel, quelque part, l'Office est en train d'inviter les communautés locales, et on le transforme en un document de planification? Tout à l'heure, tu nous as parlé du plan d'occupation du sol. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour qu'on puisse, après ça, le traduire dans quelque chose qui va nous servir en termes de politique? En réalité, Dominique, vous l'avez dit quand vous avez introduit cette conférence, de mon point de vue, c'est qu'on va permettre de révéler les valeurs du territoire, c'est-à-dire ce à quoi la communauté concernée tient, ce par quoi elle est émue, ce par quoi elle est prête à se mobiliser. Et ces valeurs-là, moi je ne sais pas les traduire directement comme ça, dans un plan d'occupation des sols, dans un plan local d'urbanisme, dans un document stratégique. Par contre, ce que je sais faire en tant que collectivité territoriale, c'est m'assurer que les spécialistes de ces questions, les urbanistes, les paysagistes, soient dans une posture eux-mêmes d'écoute, d'accueil de ces valeurs-là, et qu'ils aient comme valeur cardinale de les préserver, de les choyer pour les mettre au cœur de leur planification. Quand on fait le travail dans les années 90 de diagnostic social et environnemental participatif, les gens ne nous disent pas spontanément « voilà la coulée verte qu'il faut créer, voilà comment structurer des voies de mobilité douce ». Ce qu'ils nous disent, c'est « on était des mineurs, on tient aux cavaliers de mine ». Les cavaliers de mine, c'est les réseaux ferrés sur lesquels les trains passaient entre le Puy et le Terry. Bon. Et donc, indirectement, ce qu'ils nous disent, c'est « trouvez-leur une vocation ». Deuxièmement, ils nous disent « on est un pays dévasté, noir, charbonnier, on a besoin de nature ». D'ailleurs, ils le disent peut-être même pas comme ça, spontanément, au démarrage. C'est en le qualifiant progressivement, en le travaillant. OK. Et donc, c'est comme ça que les experts, dans le POS, nous ont dit cavalier de mine et trame verte, ça peut aller ensemble. Et donc, on va travailler des coulées vertes comme ça, sur la base des cavaliers de mine. On garde l'identité minière, on travaille la mémoire et on développe des fonctionnalités nouvelles à ce territoire. Voilà. Moi, ça, j'aurais pas été capable de le faire. C'est l'intelligence et la posture d'écoute et d'humilité des urbanistes et l'intelligence collective sociale qui émerge dans un espace où ça peut être travaillé qui permet de le structurer. Donc, c'est pour ça qu'on parle de coproduction, finalement, de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Arlindo Vieira, je suis commissaire à l'Office. J'aimerais savoir un petit peu l'impact sur la dynamique politique locale et ou régionale. Est-ce qu'ils ont adhéré, ils ont résisté? Comment est-ce que ça a pu avoir, quel type d'impact que ça a pu avoir? Merci de cette question.
Jean-François Caron est élu en 2001 à 62,5% des voix, à peu près. Quand il se représente en 2008, après tout le travail d'application de la charte du cadre de vie, les premiers cavaliers de mine qui ont été... il est réélu à 82,1% des voix. 82,1% parce que du coup, ça en fait le plus haut score du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire de la région. Et donc, ça devient un phénomène médiatique. C'est l'écolo au pays des gueules noires. C'est comme ça qu'on appelle les mineurs, les gueules noires, qui est réélu de manière la plus imposante, la plus légitime qui soit. En 2014, il est réélu à 100% des voix, parce qu'il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Mais le directeur de cabinet que je suis a été cherché, et en réalité, on a fait plus de voix en 2014, alors qu'il n'y avait pas d'opposition et donc moins d'enjeux de concurrence électorale, plus de voix qu'en 2008, en proportion. C'est-à-dire qu'on est réélu à 100%, mais plus de votants qu'il n'y en avait en 2008. Donc on va dire qu'on est globalement dans une démarche, dans une dynamique ascendante, hein, qui est légitime, qui est adoubée par la population. Et ça ne tient pas... alors c'est des scores, des fois on nous dit soviétiques ou dictatoriaux. En fait, ça tient au fait qu'on a une éthique dans la participation, une éthique dans cette approche, du coup, de démocratie, de mise en récit, de transparence, d'honnêteté, et que ça, c'est reconnu. Et le fait d'être dans des postures d'implication, ça fait qu'on travaille aussi avec les oppositions. Et donc, on donne une place à l'opposition. Quand je parle de récits alternatifs, de récits contradictoires, ben, c'est aussi permettre à l'opposition de faire entendre sa voix, et elle a raison, sans doute, de le faire entendre, de la faire entendre si elle est fondée, légitime, et on s'apercevra vite que si c'est simplement de la posture politicienne, ça ne fera pas avancer le débat. Donc, cette question de l'éthique de la participation et de la mise en récit, c'est aussi une forme d'aïkido politique qui fait qu'on s'appuie sur les forces contestataires pour améliorer nos projets, pour travailler avec et pour améliorer, pour améliorer la ville. Sur le plan régional, alors, au sens du territoire du bassin de vie, la communauté d'agglomération, hein, qui rassemble 36 communes, dont Loos-en-Gohelle, on a, avant 2014, souvent été dans une posture de concurrence, parce que c'est un territoire qui avait une mono-industrie et aussi un mono-parti politique, qui n'était pas celui de Jean-François Caron. Et donc, il y avait une sorte de phénomène de cordon sanitaire autour de Loos-en-Gohelle pour surtout faire en sorte que les méthodes mises en place, la manière de faire, n'influencent pas trop le reste. Alors, je caricature un peu quand je dis ça, parce qu'on arrivait quand même à faire avancer certains projets, mais c'était toujours dans une forme de tension. En 2014, il y a eu un renouvellement de la classe politique en général dans le bassin minier. En 2017, si vous avez suivi un peu les élections présidentielles, vous avez vu que, françaises, j'entends les partis classiques, Parti socialiste, Parti communiste, complètement éclatés. Et donc, ça invite à des nouvelles formes de recomposition politique, facilitées par le fait que Jean-François Caron ne cherche pas à faire une carrière institutionnelle, politique, à aller plus loin sur des mandats de députés, etc. En tout cas, plus maintenant. Et donc, il est vraiment dans une forme coopérative pure. Et donc, depuis 2014, on a les villes à côté qui viennent nous voir, qui se nourrissent de ce qu'on a fait, qui essayent de le retraduire dans leur territoire. Et on a mis en place en 2000, je me mélange avec les dates, mais bon, dans ces eaux-là, une forme un peu métropolitaine d'organisation du territoire, donc presque à l'échelle du bassin minier. Donc il fait là 650 000 habitants. Et Jean-François Caron, qui n'est pas le président de l'agglo et maire de Loos-en-Gohelle, il est vice-président de cette instance sur les questions de transition énergétique, de transition écologique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance de sa légitimité à porter ces sujets-là. Et sur le plan national, j'en parlais tout à l'heure, on travaille avec les grandes institutions françaises pour accompagner ces questions de transition. Et donc voilà, je ne sais pas si ça se traduit politiquement au sens où vous l'entendiez, mais pour nous, c'est une vraie légitimité politique que de faire en sorte qu'un petit territoire de 6500 habitants
puisse discuter avec les plus hauts représentants français. Voilà, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu en novembre dernier gravir le terri avec nous et discuter des enjeux de transition, d'implication des habitants. Peu après, il y a eu le grand débat, entre guillemets, qui a été lancé. Bon, est-ce qu'il y a une forme directe d'influence? Je ne sais pas le dire. En tout cas, on en a parlé à ce moment-là. C'est une sous-question. Est-ce qu'il y a une sorte de récupération de certains partis, par exemple bien sûr. De ça? Ouais. Partis d'extrême droite, par exemple, c'est assez intéressant, viennent à toutes les manifestations qu'on organise, de restitution de colloques ou de projets, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on parle retour à la terre, retour au sol, circuit alimentaire, on parle de production locale, donc ça leur plaît, hein, le Made in France, le Cocorico, et c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'on voit les arguments être repris ensuite par ces représentants-là. Alors ça, c'est la forme de récupération politique qui nous embête directement. Après, que les autres partis s'approprient ce qu'on fait, ben, ça nous va bien en fait. Parce que quand c'est eux qui le disent plutôt que nous, dans leur sphère respective, c'est parfois beaucoup plus légitime. Une anecdote. Quand on a travaillé avec les agriculteurs, j'ai pas le temps de développer le retour d'expérience là, mais on a mis des terres à disposition d'agriculteurs pour s'expérimenter à la bio. On avait des terres, on travaille. La condition, c'était pour 1 hectare donné, ils ramenaient 1 hectare. On a doublé la surface en bio. Dans ces agriculteurs, le représentant du syndicat de la FNSEA, c'est-à-dire le syndicat agricole qui est anti-bio à mort, qui participe de l'expérience. Ben, ce monsieur, il n'a pas changé de syndicat, mais il explique au sein de son syndicat qu'avec la bio, il gagne plus d'argent et qu'il a retrouvé le sens de son travail. Quelle belle récupération politique. Un beau pouvoir transformateur des choses. Oui, Ariane. Merci beaucoup, vraiment l'effet wow. Ariane Aymon, je suis commissaire. Bon, vous avez fait des petites piques aux journalistes, j'ai un lourd passé de journaliste. Donc ma question porte sur votre approche de la communication, parce que je suis persuadée que les journalistes vous ont beaucoup aidé et je suis persuadée que vous avez travaillé à ce qu'ils vous aident, mais j'aimerais savoir comment. Merci. Je ne pensais pas mettre de pique, mais bon, ok, si ça a été perçu comme ça. Non, quand je disais qu'ils aiment qu'on leur prémâche le travail, c'est-à-dire que pour un journaliste, venir sur le terrain, à Los Angeles, se taper l'ensemble des interviews, etc. Enfin, s'il a le budget et le temps pour le faire, c'est génial. Mais la réalité d'un média, c'est qu'ils sont aussi pressurisés, comme toutes les organisations de travail le sont, et qu'ils cherchent aussi à optimiser leur temps. Donc, quand je disais qu'on leur prémâchait le travail, c'est-à-dire qu'en gros, on leur fournissait une trame d'interprétation narrative, libre à eux de s'en servir ou pas, pour ensuite rédiger leur papier. Et bien sûr que c'est des fois très intéressant, dans le sens où il y a des journalistes qui disent « Attendez, moi je ne suis pas dupe, hein, votre plan de com, là, je ne rentre pas dedans, je vais aller voir moi sur le terrain. » Et donc ils vont voir. Et c'est absolument génial, parce que quand ils reviennent et nous disent bah, « Je suis allé dans tel café ou dans tel endroit, j'ai discuté avec tel et tel acteur », bah, c'est incroyable, ils retraduisent en fait ce que vous aviez mis là. Nous, on n'est pas surpris de ça, parce qu'on n'a pas fait un plan de communication, on a fait une mise en récit. Mais cette mise en récit débouche derrière sur des formes de communication qui facilitent la compréhension, j'ai parlé du storytelling, etc. Et donc les journalistes, bien évidemment, sont pour nous une forme du coup d'aide à l'évaluation de ce qu'on raconte. Ils nous décèlent aussi des choses des fois qu'on n'a pas vues, des signaux faibles. Tiens, là, ça grince des dents, tiens, ça c'est... Donc c'est aussi une forme de coopération qu'on gère. Tout le travail qu'on a fait avec le Ch'ti TEDx, on s'est appuyé sur les compétences d'une ancienne journaliste qui était en reconversion et qui avait la capacité d'être à l'écoute, de retraduire, de rédiger. Et donc, loin de moi l'idée de vouloir attaquer cette profession que je respecte profondément. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on est en coopération régulièrement. On répond quasi systématiquement à toutes les demandes de médias, de journalistes, et c'est absolument aujourd'hui énorme. Enfin, on a
toutes les semaines, il y a des journalistes qui viennent à Los-Angeles, mais parce que du coup, voilà, ça nourrit aussi, nous, la légitimité politique qu'on porte. Alors après, il y a des limites à ça, c'est que quand ils veulent tous aller voir des anciens mineurs, tous aller voir des gens qui habitent des logements éco-conçus, tous aller voir, enfin, au bout d'un moment, les gens, c'est pas un zoo, quoi. Et donc, nous, on passe notre temps à essayer de gérer comme ça l'élastique, de faire en sorte que, OK, ils aient accès, et à la rigueur, des fois, on leur dit, allez-y, débrouillez-vous. Et on essaye de leur faciliter la tâche, mais aussi voilà, dans des formes mesurées, parce qu'on ne peut pas toujours renvoyer vers les mêmes personnes. Donc ça nous oblige aussi à faire tourner les Lossois qu'on met en avant. Audrey, là, qui était sur l'image du Ch'ti TEDx, qui est la jeune femme qui a monté une maison d'assistante maternelle, depuis qu'elle a fait ça en novembre dernier, je crois que j'ai dû lui envoyer 3 ou 4 médias déjà. Et je vois bien la difficulté que ça peut lui occasionner, mais comme elle a lancé sa maison d'assistante maternelle et qu'elle cherche à la faire connaître, elle, ça lui va bien. Donc en fait, pour l'instant, c'est une forme gagnant-gagnant. Et donc tant qu'elle ne se plaint pas à moi de ce côté un peu d'emprise journalistique, on continue de nourrir ça comme ça. Ça la renforce aussi dans la légitimité qu'elle a dans la ville. Elle est fière de ce qu'elle a fait. Enfin, pour le coup, ce Ch'ti TEDx, ça a été une révélation d'une nouvelle identité narrative qu'elle construit. C'est absolument fascinant. Je vais prendre 2 questions encore. Peut-être ici. Oui, bonjour, monsieur. La question qui me préoccupe, c'est que vous nous avez indiqué qu'il s'agissait d'un milieu avec la fermeture des mines de charbon. La ville s'est déstructurée au plan de probablement tous ses services. Beaucoup d'habitants ont quitté et tout. C'est en quoi la mise en récit a pu permettre de reconstruire certains éléments du tissu urbain qui s'appellent les commerces de proximité, la qualité des services éducatifs. Est-ce que ça peut avoir eu un impact? Parfait. On va peut-être entendre tout de suite la seconde question, Stéphanie, et ensuite on va... Merci beaucoup. Je prends des notes, je ne prends pas habituellement la parole. Donc, vous avez mentionné tantôt que j'ai trouvé ça très touchant, que tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais ça peut se raconter. Et il me semble que dans un territoire comme celui dont vous nous parlez, qui était vu par tous ceux qui ne l'habitaient pas comme une ressource qui était épuisée, donc il n'y avait plus de valeur, je me demande à qui aviez-vous donc tant de comptes à rendre? Parce que c'est revenu plusieurs fois. Vous nous avez mentionné plusieurs fois, ça, je ne peux pas vous le compter en argent ou en résultats sonnants qui se mesurent par des chiffres, mais je vous raconte les liens de confiance, je vous raconte... Bon. Donc, alors, est-ce que c'est aux journalistes qui vous approchent? Est-ce que c'est quand M. Macron vient qui vous dit, bon, bien, qu'est-ce que ça donne? Parce que souvent, on se fait toujours dire ça. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Particulièrement dans le milieu communautaire, hein, on entend souvent ça. Qu'est-ce que ça donne? Merci pour cette question hyper intéressante. Je n'avais jamais réfléchi à ça. À qui cherche-t-on à rendre des comptes en permanence? Alors, sur la question du tissu urbain, merci également. La mise en récit, c'est un des leviers, ce n'est pas le seul. Donc, si on fait que de la mise en récit, on ne recrée pas les conditions d'une continuité, d'un maillage urbain ou territorial. Par contre, ça y participe. Un exemple, on est à Los Angeles, un territoire donc fragmenté, avec une route départementale, ce n'est pas une autoroute, comme au secteur des faubourgs, mais c'est une route départementale qui coupe la ville en 2. Et donc on a le centre-ville, centre historique, bourg historique, et ce qu'on appelle le quartier ouest, qui est en fait un agglomérat de différentes cités, la cité du 5, la cité Belgique, la cité Bellevue, qui ne se sont jamais vraiment vécues comme un territoire en tant que tel, qui ne se sont jamais vécues en lien avec le centre-ville, parce qu'elles appartenaient aux concessions de mines de Béthune, je crois, quand le centre-ville appartenait aux concessions de mines de Lens. C'est une colonisation, hein, le bassin minier. Concession. Bon. Comment créer, du coup, une identité commune à ces deux parties de la ville éclatées, dont l'une regarde vers Grenay, la ville voisine, parce que quand elle va à la boulangerie, c'est plus facile d'aller à Grenay que dans le centre-ville, et le centre regarde plus vite vers Lens. Comment on fait ça? Eh bien, depuis 30 ans, on a travaillé sur ces questions d'identité. Quand on fait le plan d'occupation des sols de manière participative, c'est une manière d'écouter les récits qu'on nous raconte et donc de comprendre les valeurs auxquelles tiennent les habitants des cités 5, Belgique et Bellevue,
qui ne sont pas très éloignées des valeurs auxquelles tiennent les habitants du centre-ville, mais ils revendiquent une certaine originalité, une certaine manière d'être, une certaine façon d'être à Los Angeles. Il faut respecter ça. Bon. Donc, on a travaillé à partir de ça. Quand je dis on a travaillé, le plan d'occupation des sols, il cherche à recréer le lien urbain, cette route départementale qu'on ne peut pas comme ça faire sauter. On a mis des passages piétons, un rond-point, on adore les ronds-points en France, voilà, des bandes cyclables. On a essayé de faire en sorte que les gens puissent passer plus facilement. On a créé du transport scolaire pour les enfants, pour la garderie. Enfin, voilà, et ça, c'est pas la mise en récit qui permet de le faire. Mais la mise en récit nous a permis de comprendre qu'il y avait un vrai attachement à ces caractéristiques propres du quartier ouest, de ces différentes cités, et du coup, de les prendre en considération, ne serait-ce que de les reconnaître. Des fois, ça suffit. Les reconnaître. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. À qui on cherche à rendre tant de compte? J'adore cette question vraiment. Parce qu'en fait, si je peux être un peu impertinent, j'ai l'impression qu'on invente un nouveau modèle de développement qui répond aux préoccupations écologiques, économiques et sociales, qu'on est en train d'inventer de nouvelles formes de développement économique autour des questions d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sont des concepts, voilà, je n'ai pas le temps de développer ici, mais sur lesquels on voit qu'en fait ça produit de la valeur, sauf que notre difficulté, c'est qu'elle ne produit pas de valeur monétaire directement. Le vivre ensemble, la confiance, la capacité de prendre des risques partagés, de s'inventer une nouvelle histoire, de créer les conditions pour faire advenir un futur auquel on tient, dans lequel on se projette, il n'y a personne qui nous dit ça a de la valeur, quoi. Alors, quand on dit mais si, regardez, d'un point de vue politique, légitimité dans les urnes, on nous répond, et le on, c'est les institutions nationales, mais on n'est pas là pour faire réélire les élus en place. Ils ont raison. Donc, en fait, on essaye de trouver des manières d'évaluer les impacts au sens des bénéfices utiles, des services utiles qu'on produit, mais qu'on ne produit pas seul, qu'on produit avec les habitants. Parce qu'en fait, ça, c'est absolument fondamental. Ça réinvente le métier d'agent public, de fonctionnaire, qui se met au service d'une dynamique collective. Ça réinvente le métier d'élu, ou en tout cas, plutôt que le métier, le travail d'élu, si on considère que ce n'est pas un métier, mais c'est bien un travail. Et donc, c'est quoi le travail d'un élu dans une dynamique de ce type? Et ça réinvente surtout le rôle et la place des citoyens dans la coproduction de la ville, et ça oblige à une certaine forme de responsabilisation des citoyens aussi, qui ne peuvent plus être dans l'exigence, qui se mettent au travail aussi, et qui doivent se mettre au travail et au service des services. Parce que si les revendications citoyennes se font à l'encontre de la capacité de charge ou la capacité d'accueillir cette charge des services techniques, ça ne marche pas. Donc, en fait, on cherche à rendre des comptes à personne d'autre qu'à nous-mêmes, pour simplement être certain que ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on essaye de faire, et derrière, de trouver des formes de légitimité, d'indicateurs, d'impact, qui nous permettent de dire que, regardez, il y a peut-être une manière de travailler autrement, une manière de se développer autrement, il y a peut-être une manière. On n'est pas obligé de subir l'effondrement de la biodiversité, on n'est pas obligé de subir le dérèglement climatique, même si ça va être compliqué d'y échapper maintenant. Et on est en capacité d'inventer de nouvelles formes de développement qui correspondent aux valeurs sur lesquelles on fonde notre identité. Donc merci pour cette question, parce qu'elle est hyper profonde, et parce que d'une certaine manière, je pense qu'on a un déficit de légitimité, que ce qu'on raconte, c'est vu, soit c'est l'effet waouh, mais c'est pas pour nous, alors qu'en fait, nous, on considère que c'est pour tout le monde, et que c'est pas très compliqué en soi que de se réapproprier ces méthodes, même si ça peut prendre un peu de temps, ou alors que c'est une espèce d'expérience micro-locale, avec un micro-climat qui est avec des micro-impacts, et qui ne change pas le monde. Nous, on pense qu'on change le monde, oui, à notre échelle. Oui. Écoutez, je vois que tout le monde a encore des questions. J'ai vu Mme Boily, j'ai vu quelqu'un d'autre à l'arrière lever la main. Alors, on va peut-être prendre vraiment ces deux dernières questions-là. Et ensuite, Julien est avec nous jusqu'à la séance d'information, donc autour d'un
d'un rafraîchissement autour d'une petite grignotine. Après ça, vous pourrez lui poser des questions. Vraiment, je trouve extrêmement intéressante toute votre expérience et je pense qu'il y a à différents niveaux, il y a une possibilité de transfert. Moi qui travaille dans le milieu communautaire, je pense qu'il y a beaucoup dans cette démarche-là, il y a beaucoup à faire. Maintenant, à examiner tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, il y a me vient à l'esprit de dire, est-ce que sans cette volonté politique de votre mère et cette façon de vouloir continuer avec beaucoup d'intensité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? Parce que je pense à certaines expériences ici, entre autres à Montréal, quand c'est parti des comités de citoyens, on a eu des comités de citoyens où on a essayé, mais vous allez beaucoup plus loin dans toute la démarche, mais il y avait quelque chose qui était aussi dans cette ligne-là, mais quand il n'y a pas une volonté politique, à ce moment-là, est-ce qu'on peut s'en sortir vraiment? Je vous remercie. Je pense que c'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Au-delà de la volonté, il faut un engagement politique. Il ne suffit pas de le vouloir, il faut le tenir ensuite. Et c'est sûr que c'est indispensable à cette méthodologie de conduire la transition. Sinon, on est rappelé à des réflexes, par exemple les services techniques. Bon, pourquoi s'embêter encore une fois à faire une réunion publique, un truc, enfin, si on n'a pas ce mandat politique sur lequel on tient et on est affirmé, on a ces réflexes-là. À l'inverse, il n'y a pas de volonté politique sans organisation collective pour lui permettre de s'exprimer. Et donc, il faut aussi des formes de coopération au travail qui permettent à cette volonté politique de s'exprimer. Ça me permet de dire que dans les années 2000, il y a eu beaucoup de burn-out à Los Angeles, beaucoup de ruptures mentales, comme ça, de lâcher de manière très violente de la part de collaborateurs au sein de la ville de Los Angeles, en particulier sur les postes de direction. Pas parce que les gens étaient moins équipés ou moins outillés qu'actuellement, mais parce qu'en fait, on n'avait pas pensé la question du management, c'est-à-dire la question du travail. C'est quoi le travail de porter ensemble la transition? Et donc, c'est quoi le travail de faire en sorte que cette volonté politique puisse advenir? C'est quoi le travail pour que la volonté politique n'advienne pas au détriment de la première des ressources qui est la nôtre à tous, la santé? Comment faire un développement durable qui soit réellement soutenable? Ça, c'était une question qu'on a prise de pleine poire parce qu'on ne l'avait pas anticipée. Et donc, volonté politique, engagement, leadership ne tient que s'il y a une organisation coopérative dans le travail pour pouvoir s'exprimer. Allons-y. Dernière question. Merci pour votre présentation. Je trouve ça formidable. Je ne sais pas si on vous l'a dit, vous venez nous raconter vos histoires de mines et d'histoire. Quelques jours à peine après qu'un homme de télévision très connu ici est décédé, un de ses premiers succès était, il avait chanté une chanson sur un héros mythique, un géant obèse qui travaillait dans les mines et qui est mort dans les mines. Je trouve ça incroyable, il y a un lien, une synchronicité là. Vous demanderez à vos autres d'ailleurs peut-être de vous raconter cette histoire. Mais ma question, il n'y a pas j'aimerais que vous reveniez un peu, vous l'avez peut-être évoqué, il n'y a pas un risque un sentiment chez les personnes à qui vous sollicitez ces histoires. En fait, vous présentez le prochain plan comme le prochain épisode, comme le prochain récit. Et donc, il n'y a pas un risque que ce soit perçu comme une instrumentalisation, que les gens qui participent à ça disent « bon, c'est bien, ils veulent, dans le fond, ce qui les intéresse, c'est leur projet ». Vous en avez parlé un peu, mais j'aimerais que vous reveniez sur la façon de gérer ce risque. C'est sûr que je mentirais si je disais que ça n'existe pas, notamment quand on a un phénomène médiatique qui s'auto-alimente, et à la fois les gens sont très fiers de voir qu'il passe à la télé. On parle encore de Los Angeles au journal télévisé d'une grande chaîne d'information publique, et en même temps, oui, mais tout ça, c'est pour servir le maire.
Bon, ça existe et c'est présent. C'est une des contradictions qu'on est obligé d'assumer. Comment on la gère dans une forme d'éthique, de posture, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pas pour passer dans les médias. Tout ce qu'on fait, c'est pour faire émerger des projets d'amélioration à Los Angeles. Et si on doit passer par la forme médiatique ou ces formes de communication, c'est parce qu'en fait, on est une des villes les plus pauvres en France. On a un budget d'à peu près 6 millions d'euros. Pour une ville de 6 500 habitants, c'est vraiment pas grand-chose, avec énormément de difficultés structurelles, alors qu'on a résorbé au fur et à mesure, mais qui restent quand même encore très présentes, rien que la fragmentation dont je parlais tout à l'heure, comment on gère les mobilités, etc. Et donc, c'est une manière, si vous voulez, de rendre la ville attractive sur les cités Bellevue, Belgique et Cité 5. Elles sont toutes autour d'une immense friche urbaine. Cette friche-là, on ne sait pas la gérer avec nos propres moyens et elle n'intéresse pas l'agglo ou la métropole. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça reste une friche pour l'éternité? Le fait d'être attractif, le fait de passer dans les médias, fait qu'il y a des investisseurs qui s'intéressent aussi à Los Angeles pour ça, c'est-à-dire de pouvoir dire qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont avancé un projet dans ce territoire. Il y a une espèce de phénomène d'entraînement comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à trouver un aménageur pour cette friche qui prend quasiment tous les risques. Nous, on lui vend le foncier à un prix hyper réduit. C'est tous les leviers qu'on avait, rien d'autre. Et donc, l'autre levier qu'on apporte, c'est le fait de lui dire qu'il va être le protagoniste de cette histoire absolument extraordinaire. Et alors là, on y va, là. Mais ça tient à ça. Autre exemple, un magasin de grande surface veut venir s'implanter à Los Angeles. On n'a aucun moyen de l'empêcher de venir, alors qu'on sait qu'il y a des risques par rapport aux commerces locaux, etc. Il s'implante au niveau de la route départementale, justement. Le fait de lui mettre en avant le fait qu'on est Los Angeles, Losville pilote, etc., d'une certaine manière, on l'a obligé à ne pas faire son magasin comme avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'empêcher peut-être de déstructurer les commerces locaux, etc. Ça, c'est le jeu de la concurrence. Et en tant que collectivité locale, communale, on n'a pas la capacité d'empêcher ça. Par contre, on l'a obligé à rehausser son niveau d'exigence, écomatériaux pour la construction du bâtiment, panneaux photovoltaïques et thermiques sur le toit, plan paysager du bâtiment, en leur disant « Attendez, il y a toutes les télés qui viennent ici, vous n'allez pas nous sortir un truc en Algeco comme vous faites d'habitude, quoi. » Et on a pris une photo dans le bureau du maire en disant ça, c'est pour la postérité. Quand dans 20 ans, on parlera de ce magasin comme le premier au nord de la Loire à avoir développé toute cette intelligence, éco-conception, etc. Les gens, ils étaient hyper fiers d'être pris en photo. Ils se projetaient déjà. Dans 20 ans. Mais c'est particulièrement intéressant. Alors, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je vous remercie d'avoir été hyper attentif. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir pour ce cadeau qu'il vient de nous faire. Voilà. Je pense que si tu pouvais avoir un rappel, il y aurait rappel maintenant. Et voilà, et on vous invite, si vous voulez, à prendre un petit rafraîchissement avant la prochaine étape, qui va être la séance d'information avec la présentation par la Ville du projet pour le PPU des Faubourgs. Merci beaucoup. Merci, Julien. Dominique.